Bonsoir, bienvenue à tous. Tous politiques, le rendez-vous politique de France Inter. En partenariat avec Le Parisien, Aujourd'hui en France et France 3. Marc Fauvel. Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. À 70%, les militants socialistes viennent de vous confier les rênes du PS que vous dirigez jusqu'à présent sans avoir reçu l'onction militante. C'est donc à vous que revient désormais la tâche de ressouder le PS dans la perspective de 2017 et de vous réconcilier avec vos ex-partenaires écologistes ou communistes si c'est encore possible. Mais sur quelle ligne la gauche doit-elle gouverner ? Faut-il changer de politique pour les 2 dernières années du quinquennat ? Faut-il redistribuer une croissance qui repart à peine ? Et comment le PS doit-il répondre à l'offensive de Nicolas Sarkozy qui a désormais les pleins pouvoirs chez les Républicains, son nouveau parti ? Pour vous interroger ce soir, Clarisse Verne de France 3 et Jannick Halimi du Parisien, Aujourd'hui en France. Bonsoir, bienvenue à toutes les deux. Bonsoir. Et bien sûr les questions des auditeurs d'Inter sur Twitter avec le hashtag TousPol, une émission à retrouver en direct et en vidéo sur franceinter.fr. Bon début de soirée. France Inter. Tous politiques. Et avant de parler du congrès des Républicains hier, Jean-Christophe Cambadélis, d'abord la Russie de Vladimir Poutine qui vient d'interdire l'entrée sur son sol à une centaine de personnalités politiques européennes, parmi lesquelles, pour les Français, Daniel Cohn-Bendit, Bernard-Henri Lévy ou encore le chef de file des députés socialistes, Bruno Le Roux. Est-ce que c'est acceptable ? Ce n'est pas acceptable, c'est de l'agitation, c'est de la provocation, c'est une volonté de poser des problèmes plutôt que les résoudre. On ne l'accepte pas, le Parti socialiste l'a condamné, d'autant que Bruno Le Roux était dans la liste, mais pas simplement d'autres personnalités. Bruno Le Roux qui est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et d'autres personnalités, c'est une manière de désigner à la vindicte russe un certain nombre de personnalités. Mais je peux faire peut-être une annonce. Il y a quelques jours, Marine Le Pen était à Moscou. Et j'aimerais bien savoir comment elle réagit à cela. Elle était reçue par les autorités russes quelques heures avant que cette liste paraisse. Elle a maintenant un gros caillou dans sa chaussure. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre le fait qu'il y ait dans cette liste Bruno Le Roux et le fait que Bruno Le Roux ait réclamé une commission d'enquête sur le financement russe du Front National ? Évidemment, c'est pour ça que je fais le point. Il y a un lien évident pour vous, il n'a pas été donné par les Russes évidemment. Oui, il y a un lien évident, c'est de cela dont il s'agit. Monsieur Poutine voulait récompenser tous ceux qui ont soutenu son action en Ukraine et l'action de la Russie d'une manière générale. Il l'a fait en favorisant des prêts au Front National. Ceci fait que Madame Le Pen est dans les mains de Poutine du point de vue de sa politique étrangère. Ça la regarde, mais ça pose un problème politique pour la France. Et évidemment, Bruno Le Roux n'est pas ciblé pour les formules qu'il aurait pu employer vis-à-vis de l'Ukraine, car je crois qu'il n'a pas parlé sur ce sujet, mais bien évidemment parce qu'il a demandé une commission d'enquête. Jean-Christophe Cambadélis, au sujet de la diplomatie franco-russe, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la position française est dans une impasse ? J'entends par là la non-présence de François Hollande, notamment aux cérémonies des 70 ans de la victoire russe, il y a quelques jours, parce que c'était, si je ne m'abuse, le ministre des Affaires étrangères qui y était allé. Est-ce qu'aujourd'hui, Poutine est moins fréquentable que Raoul Castro ? Écoutez, non. Je pense que la diplomatie française manie tout à la fois le dialogue et la fermeté. Je rappelle que le président Hollande a été reçu plusieurs fois par M. Poutine, invité sur les plages du débarquement de l'Atlantique, qu'il y a eu une rencontre avec Mme Merkel et M. Poutine, des négociations, et que le fil n'est pas rompu. Mais la négociation ne veut pas dire l'acceptation. Donc nous avons une position ferme pour essayer de contraindre M. Poutine à négocier et à lâcher la proie de l'Ukraine. Retour en France et à la situation politique du moment. Jannick Halimi du Parisien. Oui, Jean-Christophe Cambadélis, on va parler des Républicains. Je veux parler du nouveau parti de Nicolas Sarkozy. Je croyais qu'on parlait de moi, c'est pour ça. Justement, Nicolas Sarkozy a donc lancé hier son nouveau parti avec comme nom les Républicains. Et ça n'a échappé à personne. Il a concentré ses attaques sur la gauche et notamment sur François Hollande, dont il a épinglé, entre guillemets, la terrible médiocrité. Est-ce que vous êtes choqué par de tels propos ?
Vous savez, Nicolas Sarkozy n'a pas changé. Il est toujours dans l'agressivité, dans la violence, dans la division. C'est le grand diviseur de la République. Et il croit toujours que l'on peut s'imposer à son camp par la violence, en l'occurrence la violence verbale. Et là, il parle de médiocrité pour toute personne qui ne fonctionne pas comme lui. C'est comme les Républicains d'ailleurs. Si vous écoutez bien son discours, la République, c'est lui. À part lui, il n'y a pas de République. Ce n'est pas ses concurrents, puisqu'il les a fait siffler quand il montait à la tribune, que ce soit M. Juppé ou M. il les a fait siffler. Oui. Écoutez, nous, les uns et les autres, nous connaissons les salles, même s'il y en a 8000 alors qu'on en attendait 20 000, et nous savons quand les gens sifflent et pourquoi ils le sifflent. C'est la deuxième fois. M. Juppé doit prendre l'habitude. Il sera sifflé dans la formation sarkozyste. C'est déjà arrivé au PS qu'on entende des salles qui sifflent, même un Premier ministre en exercice en ce moment. Mais je le sais bien et je fais tout pour que ça ne se passe pas. Mais voilà, il les a fait siffler. Il a conspué avec des propos invraisemblables le président de la République, ciblé les socialistes qui sont mis au banc de la République et pas cité une seule fois, sauf une comparaison, le Front National. Donc, le parti républicain conservateur se constitue contre la gauche, mais pas contre le Front National. C'est ça que j'en tire. Est-ce que vous diriez toujours, comme vous l'avez dit il y a quelques semaines, qu'il est légèrement xénophobe, Nicolas Sarkozy ? Et qu'est-ce que ça veut dire, légèrement xénophobe ? C'était la formule qui était employée, qui était légèrement xénophobe. C'est-à-dire que... Au sujet de ses attaques contre Najat Vallaud-Belkacem, on précise. Voilà. Mais vous savez, Nicolas Sarkozy a dit « J'ai trouvé la martingale pour faire baisser le Front National ». Et je crois qu'on est en train de la découvrir. C'est quoi la martingale ? C'est le faux nez des Républicains, c'est-à-dire on dit « je suis républicain » et on a un discours de proximité ou de récupération du discours du Front National. Quand M. Estrosi, par exemple, dit qu'une carte d'identité ne suffit pas pour être français, il reprend en cela le discours de Jean-Marie Le Pen à Nice, il avait peut-être entendu d'ailleurs à l'époque, ou celui de M. Maigret. Quand on revient sur le droit du sol en préconisant le droit du sang, M. Hortefeux a été dans ce sens, on reprend le discours du Front National, et ainsi de suite. Nicolas Sarkozy a toujours dit qu'il était contre le droit du sang. Vous ne pensez pas qu'hier c'était un discours d'opportunité dans la mesure où il s'adressait à ses militants plutôt qu'à ses électeurs potentiels ? Il ne lui avait pas échappé que la presse était présente et que ses propos seraient retransmis. Non, il a voulu donner une indication très claire de ce qu'était le parti républicain qu'il fondait, à savoir un parti 100% contre la gauche. Et Jean-Christophe Cambadélis, vous allez l'appeler comment, Nicolas Sarkozy ? Le président du parti Les Républicains, le président des Républicains, le président des LR, comme on a vu depuis hier ? Ou des REPS aussi ? Écoutez, moi je vais appeler le président du parti républicain, puisque c'est un parti et il se dit républicain. C'est pas son nom. Ça suffira. C'est comme cela que nous allons l'appeler. Donc la consigne au PS, c'est d'appeler les députés du parti républicain, par exemple. Nous n'avons pas de consigne ni d'éléments de langage. Ça, il faut laisser ça à Sarkozy, parce que toute personne qui s'en échappe est rappelée à l'ordre. Moi je dis le parti des Républicains, le parti républicain. Une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir des primaires au sein donc des Républicains. Pour vous, est-ce que c'est plutôt Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé qui est le plus menaçant pour la présidentielle de 2017 ? Tous les hommes de droite, vu leur politique économique et sociale, tout ce qu'ils proposent, sont menaçants. Mais aujourd'hui, on voit bien que Nicolas Sarkozy verrouille le système. La primaire est une primaire organisée. J'ai adoré cela. Avec des responsables départementaux qui seront élus par les militants, mais les délégués départementaux seront désignés par le président. Donc ça s'appelle un verrouillage. Si je faisais ça dans le Parti Socialiste, je vous assure que... Vous n'avez pas répondu à ma question tout de même. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux des primaires verrouillées que pas de primaires du tout, comme c'est le cas sans doute à gauche ? Oh, ça, on en parlera, puisque j'ai indiqué, vous le savez bien, il y a quelques jours, que cette question, pour moi, restait ouverte. Mais moi, je ne fais pas de hiérarchie. Je réponds d'abord à la première question. Je ne fais pas de hiérarchie entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Non, il y a des styles, incontestablement, qui sont différents. Évidemment, M. Juppé est plus respectueux de ses adversaires politiques que M. Sarkozy. Évidemment, le style, c'est l'homme. Mais en même temps, la politique qui est menée, c'est la même.
pour répondre à la question de la primaire, moi je pense que c'est une possibilité qui s'ouvre aux socialistes, ce n'est pas une obligation. À quel moment on tranche ? Mais je l'ai dit il y a quelques jours, nous trancherons à l'automne 2016. C'est 6 pas mois trop, avant c'est la- pas, oui. oui, c'est pas trop tard. Vous savez, nous avons eu des primaires déjà dans le Parti Socialiste. Nous avons désigné Lionel Vous savez Jospin, qui faire. s'en est bien sorti au mois de février. Donc, c'est bon, là, on a tout à fait le temps. Et moi, je crois que l'expérience de la précédente primaire au Parti Socialiste, c'est un débat qui m'opposait au président de la République. Dans la préparation des primaires, j'étais favorable à ce que ces primaires se déroulent le plus tardivement possible, et non pas parce que j'attendais, moi, l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn, mais parce que je crois que dans notre univers médiatique extrêmement trépidant, changeant tous les jours, il vaut mieux mettre peu de temps dans la campagne électorale et avoir une campagne électorale coup de poing. Quand on interroge les Français, Jean-Christophe Cambadélis, aujourd'hui, ils ne veulent pas le match retour de 2012, ils ne veulent pas d'affiche Hollande-Sarkozy au premier tour de la prochaine présidentielle. Comment vous allez leur donner envie de François Hollande ? Vous voyez, c'est assez paradoxal, parce qu'ils ne veulent pas et ils ne plébiscitent personne d'autre. Donc je crois que c'est une critique qui est apportée à toutes les représentations politiques. Vous n'avez pas, comme on l'a connu à des moments donnés, une personnalité qui serait peut-être dans ses partis ou peut-être pas, qui s'imposerait comme une personnalité. Manuel Valls est un peu plus Marine populaire. Le Pen. Mais elle est plus Marine bonne, Le Pen, mais s'impose. elle n'est pas en situation. Non, ça c'est autre chose. Oui. Mais Manuel Valls n'est pas en situation de l'emporter, puisqu'il Ah serait bah, il même faudrait battu. des primaires pour savoir. Ouais. Il serait même battu au second tour. Je ne vois pas de personnalité aujourd'hui qui s'impose et qui est incontournable. Donc comme, le candidat comme par défaut, c'est François Ségolène Hollande. Royal l'a Il est pu candidat l'être par défaut, c'est ça ? Non, c'est pas ça, c'est que c'est trop tôt. Nous, on est comme ça dans la vie politique française. Nous sommes au mois de juin et nous voulons déjà savoir ce que seront les candidats en janvier-février 2017. Donc vous confirmez implicitement qu'il faut attendre que la cote de popularité de François Hollande grimpe, se remette à grimper pour que vous fassiez votre choix. Non, moi je conseille à tous les responsables de politique de se concentrer sur la situation des Français. C'est pour ça que les Français protestent dans les sondages. C'était qu'un an et demi avant, voire 2 ans, on est déjà dans la campagne présidentielle. Ça fait 2 ans et demi, si ce n'est 3 ans, qu'on a eu une élection. Et les Français se disent, qu'est-ce qu'ils font les politiques ? Ils ne s'occupent pas de nous, ils s'occupent que d'eux. Et donc ils protestent de cette manière. Donc pour répondre à cela, il faut rester concentré sur les Français, se tourner vers eux et leur donner des réponses concrètes quand on est au gouvernement et des réponses d'alternatives quand on ne l'est pas. On Est-ce va que en vous parler croyez- dans un instant des propositions du Parti Socialiste sur la ligne du gouvernement. Clarisse Verne. Est-ce que vous continuez de penser, Jean-Christophe Cambadélis, que le FN ne sera pas présent au second tour en 2017 ? Oui, tout à fait. Et Je pense pourquoi que le Front National peut gagner des régions à l'automne ou à l'hiver, mais je ne pense pas qu'il sera au deuxième tour de l'élection présidentielle, pour une raison toute simple, c'est que c'est un parti populiste, national populiste, et c'est un parti avec qui on proteste, c'est un parti avec qui on ne gouverne pas. Et dans la polémique qui a surgi au sein du Front National, c'était bien cela qui était en jeu. C'est le fait que certains au Front National se désespèrent de ne pas être en situation de gouverner, parce que ça échappait à tout le monde, parce que tout le monde voulait voir autre chose dans le résultat des élections départementales. Mais dans les élections départementales, Marine Le Pen, son parti, a fait une contre-performance. Mais Et là, ils vous n'ont nous- pas été aux 30% annoncés par les sondages, ils étaient beaucoup plus bas, c'est-à-dire à 23-24%. Ils n'ont pas gagné de département, ils n'ont pas gagné plus de 100 conseillers départementaux comme ils l'avaient prévu, et surtout, leur électorat, au second tour, a filé vers l'UMP. Tout ça me fait dire qu'ils ont atteint leur plafond de verre, que plus on va s'approcher de l'élection présidentielle, et plus les Français se diront, bon, maintenant on va choisir celui qui aura à administrer la France. Et ça ne sera pas Marine Le Pen. C'est pas de la naïveté surprise politique, la Jean-Christophe grande Cambadélis, surprise de de dire ça. 2017, ça sera cela. C'est pas de la naïveté politique, le coup du vote protestataire. Vous verrez, le FN, à un moment, va atteindre son plafond de verre. Ça fait 20 ans qu'on nous dit ça et que le FN progresse quasi mécaniquement à chaque élection. Je n'ai pas la réputation d'être naïf, mais c'est une analyse politique. Cette analyse politique, elle s'appuie sur le fait que, à l'évidence, il y a dans notre pays une partie des Français, non négligeable, 25%, donc disons 14-15% des Français, 25% dans une situation où il y a 50% seulement de participation, qui
partage ce que dit Marine Le Pen, à savoir que nous sommes envahis, qu'il y a une société qui risque d'être subvertie par la montée de l'islam. Mais le reste de l'opinion ne le partage pas. Quand vous regardez les sondages à l'envers, c'est-à-dire quand vous mesurez le degré de résistance de la société française à la montée du Front National, le Front National peut monter jusqu'à 25-27%, mais il y a une résistance considérable après. Et je vous rappelle qu'il faut faire 51%. Oui, mais donc ça on n'en est suffit pas pour là. passer au premier tour. Vous nous expliquez pourquoi elle ne remportera pas le second tour, peut-être, mais pas le passage du je pense premier qu'elle au sera second. plus basse que elle ne le dit. Aujourd'hui, on la met en tête parce qu'on est dans une phase qui reste encore protestataire, parce que les Français veulent faire turbuler le système parce qu'ils ne sont pas satisfaits, mais elle n'est pas dans la situation de la désignation d'un candidat à l'élection présidentielle. Ce sera tout à fait autre chose, même si jusqu'au bout les sondages seront hauts. Vous verrez que dans le résultat, elle ne sera pas là. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, invité de Tous Politiques jusqu'à 19h pour évoquer maintenant le PS version Cambadélis. Peut-il infléchir la ligne du gouvernement ? Vous avez dit il y a quelques jours que vous n'alliez pas vous transformer en marsupilami faisant ouba ouba devant le gouvernement pour qu'il vous entende. Alors, à défaut de marsupilami, quelles sont vos idées pour les 2 années qui viennent ? France Inter, Tous Politiques, en partenariat avec Le Parisien, Aujourd'hui en France et France 3. Marc Fauvel. Vous venez donc d'être élu à 70% par les militants socialistes sur une motion soutenue par tous les ténors du parti, de Manuel Valls à Martine Aubry, et avec le soutien de l'Élysée sur un texte, on appelle ça une motion au PS, qu'on va qualifier d'un peu attrape-tout. On va en discuter dans quelques instants. Est-ce que vous avez été élu au PS pour que rien ne change, pour que rien ne bouge ? Je ne crois pas. Précisément parce que la suite de votre questionnement sera il y a une contradiction entre ce que vous annoncez et ce qui se fera. Donc, la semaine prochaine, vous faites directement nos questions, si vous voulez. Oui, il y a des contradictions, on va revenir tout de suite. Alors, les contradictions, Clarisse Berne, on y va. Donc, permettez-moi de dire qu'il y a dans ce vote une demande de renouveau dans le Parti Socialiste. Quel renouveau ? Renouveau des têtes. Vous étiez déjà là avant le vote ? Non, je ne parle pas de moi. Ah, pardon. Renouveau des têtes et renouveau dans les têtes et renouveau de l'action politique et infléchissement par l'égalité de la fin du quinquennat. Mais nous allons en parler. Alors Jean-Christophe Cambadélis, on va vous prendre quelques exemples très concrets. Le gouvernement a déjà enterré, avant même que vous soyez élu jeudi à la tête du PS, a déjà enterré certains points qui étaient dans votre motion. Je les cite donc, le CV anonyme, la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG et l'encadrement des loyers. Alors comment on fait aujourd'hui avec cette motion, on va dire, qui fait le grand écart entre ce que vous aviez proposé ou ce que vous vouliez voir mis en place et le gouvernement qui a déjà retoqué certains points de votre motion ? Bien, alors, un détail ne fait pas l'ensemble. Et là, certes, vous m'interrogez vous savez, sur... on cherche toujours la petite bête. Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous faire dire. Bon. Ben voilà, je vous le dis. C'est une grosse petite bête, l'encadrement des loyers. Non, quand même. Oui. Je vais Le revenir. diable est dans les Je détails. vais revenir point par point. D'abord, ma conception n'est pas celle d'une courroie de transmission, ni dans un sens, ni dans un autre. Je ne suis pas la courroie de transmission du gouvernement, et le gouvernement n'est pas la courroie de transmission du Parti Socialiste. Le gouvernement participe, procède de l'intérêt général. Moi, en tant que leader socialiste, je procède de ce que j'estime nécessaire du point de vue de la justice et de la gauche. Parfois, ça converge, parfois, ça ne converge pas. Et quand ça ne converge pas, on ne fait pas ouba, on essaye de voir le chemin qui permet d'avancer. Des fois, ça avance, et nous avons obtenu un certain nombre de choses du gouvernement qui a pris en compte ce que nous pouvions dire, poliment, amicalement, parfois fermement. Par exemple ? Et puis, par exemple, sur la question des fonctionnaires et des bas salaires des fonctionnaires, par exemple, sur le sujet des seuils sociaux, par exemple, que vous ne retrouvez pas dans la loi Rebsamen. Il me souvient que j'ai dit quelque chose par rapport à cela, et ça a été pris en compte. Et puis, parfois, on ne gagne pas parce que le gouvernement estime que dans son équation politique, telle qu'il mène la politique, eh bien, il faut infléchir d'un côté ou de l'autre. Donc, si on prend la question des impôts, qui est la question la plus emblématique, pour que on puisse avancer sur une réforme fiscale, une nouvelle réforme fiscale, eh bien, il faut l'impôt à la source. Et ça, nous l'aurons. Et on l'aura quand ? Je ne vais pas vous fixer une date précise, mais nous l'aurons, comme l'a dit et le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, et le président du groupe,
à l'Assemblée nationale Bruno Le Roux avant 2017. Et même pour Avant aller la plus fin vite- du quinquennat, Avant il y la aura fin du un quinquennat. prélèvement à la Bien sûr, source bien sûr. de tous les Français. Bien sûr, mais enfin par étapes, on va commencer. On va pas mettre tout le monde d'un seul coup. Il n'y a pas de grand soir fiscal, que personne ne s'inquiète. Mais il y a une évolution, et je pense que tout le monde y trouvera son compte. Et pour que ça puisse avancer, nous avons décidé, avec les groupes parlementaires, de faire des propositions au gouvernement. Vous voyez que non seulement nous défendons notre motion, mais nous sommes proactifs par rapport aux éléments que nous pouvons déployer. Jannick Halimi, le Alors, Parisien. cette proactivité, est-ce qu'elle va également se concrétiser à travers le CICE et la réorientation du CICE, c'est-à-dire en gros des aides aux entreprises, moyennant quelques contreparties? Qu'est-ce que vous désirez concrètement sur, je crois, les 15 milliards d'euros qui restent à redistribuer au sein de cette mesure phare du quinquennat Hollande? Alors, je le souhaite et je le pense, à partir du moment où nous allons avoir, d'ici quelques jours maintenant, un rapport d'expertise sur ce qu'il est advenu des flux financiers venant de l'État, du CICE et du pacte de responsabilité. À partir de là, nous pourrons faire la constatation. Nous avons l'intuition que ceci n'a pas été utilisé au mieux et qu'on pourrait être beaucoup plus efficace en direction d'un certain nombre d'entreprises qui sont, par exemple, confrontées à la concurrence internationale. Nous allons voir ce que va dire ce rapport, qui est demandé aussi par les organisations syndicales, qui était d'ailleurs dans la loi initiale. Et puis, à partir de là, nous demanderons qu'il y ait une autre répartition. Je ne vais pas vous fixer ici Alors, une autre répartition, toujours pour les entreprises, ou ça pourrait être de l'argent reversé, par exemple, aux ménages sous forme de pouvoir d'achat? On verra à ce moment-là. Dans la motion que vous avez lue visiblement avec attention, nous n'avons pas voulu dire... Non, c'est suffisamment flou pour qu'on vous pose la Bien. question ce soir. Donc, on nous Mais a... vous non, connaissez la parce que formule, quand c'est flou? il y a un loup. Voilà. Et le loup n'est pas là où vous le croyez. Donc, la question, elle est très simple, c'est que cela dépend du rapport qui va être fourni. Nous avons besoin d'un rapport réellement précis, d'expertise. Il n'est pas sur le exclu que ce sujet. soit de la redistribution. François Hollande a utilisé le mot il y a quelques jours à Carcassonne, passer à l'étape 2 du quinquennat, l'étape de la redistribution, c'est-à-dire sous forme aussi de pouvoir d'achat aux Français. Oui, moi j'emploie plutôt le terme d'une meilleure répartition plutôt que la redistribution. De façon plus globale, Jean-Christophe Cambadélis, qu'est-ce que vous désirez véritablement soutenir? Est-ce que tout ce qui a été le tournant, ce qu'on a appelé le tournant du quinquennat de François Hollande, avec notamment, vous le rappeliez, le pacte de responsabilité et donc des aides aux entreprises, est-ce que vous allez continuer, et donc une politique de l'offre, est-ce que vous allez continuer à soutenir cet axe-là? Ou est-ce que cet axe-là, pas taxe-là, ou est-ce que vous allez de nouveau susciter un tournant vers une relance de la consommation? Non, ce que je propose, moi, c'est que à partir du moment où on a une politique qui réussit, c'est ce que je pense, on a le droit de le critiquer, mais moi je pense que nous sommes en train de réussir. Aujourd'hui, on a une politique qui réussit. Oui, qui est Donc celle de elle est sur- l'offre. Quel Celle front de elle l'offre. réussit? Pardon ? Sur quel front elle réussit? Sur le terrain de la croissance, il faut faire encore un petit peu plus pour que ceci se transforme en emploi. Pour l'instant, nous avons une croissance qui Il y a ne du produit pas chemin d'emploi. encore à Mais C'est on grâce croise au le gouvernement le retour de la croissance Alors aujourd'hui? voilà, c'est toujours la même chose. Oui. Quand on fait, généralement, on nous accuse de ne rien faire ou quand on fait des choses d'être responsable de la difficulté. Et quand ça s'améliore, c'est toujours grâce aux autres. Mais peu importe. Nous devons prendre en compte cette meilleure conjoncture. Parce que tout le monde dit ce n'est pas à cause des socialistes. Bon, très bien. Moi, je pense que c'est aussi un peu à cause des socialistes. Mais donc, tout le monde dit qu'il y a une situation qui s'améliore. Et donc, qu'est-ce qu'on dans fait une de cette situation croissance qui repart un peu, dans cette Jean-Christophe situation qui Cambadélis? Qu'est-ce qu'on en fait? Dans une situation qui s'améliore, on ajuste pour faire en sorte qu'elle s'améliore encore plus. Est-ce qu'il faut, par exemple, augmenter le salaire des fonctionnaires d'ici à la fin du quinquennat? Je ne pense pas que ce soit l'élément central à développer. Aujourd'hui, nous devons rester concentrés sur nos équilibres. Et s'il y a des choix à faire, encore une fois, je les vois plus sur la réforme fiscale. Nous allons faire un choix considérable à la rentrée avec 9 millions de Français qui ne payeront plus ou peu d'impôts. C'est un élément très important. Il faut continuer dans ce sens. Il faut améliorer cette forme de redistribution pour l'ensemble des Français. Et je répète ma question, pardonnez-moi, est-ce que l'objectif d'équilibrer les finances publiques reste un axe majeur? Bien sûr, mais nous que le vous faisons soutenez? nous le faisons dans une autre conjoncture. Nous le D'accord. faisons dans une conjoncture qui est beaucoup plus favorable. Nous étions pris à la gorge quand nous sommes arrivés au gouvernement par l'ensemble des déficits. Et en même temps, nous avions une crise majeure
industrielle. Donc il y avait une situation qui était très très difficile. Nous y avons fait face, ça nous a énormément coûté en termes électoraux. Aujourd'hui, la situation s'améliore, peu importe qui en est le responsable, mais ça s'améliore et c'est tant mieux pour les Français. On voit qu'il y a une petite hausse de la consommation, ce qui n'était pas prévu au film précédemment pour tous les analystes économiques. Eh bien, nous allons continuer, nous allons accompagner et nous allons profiter de ce moment pour une plus juste répartition, à la fois hier de l'effort, aujourd'hui des éléments de la croissance. Il y a une négociation en ce moment, Jean-Christophe Cambadélis, qui intéresse de près tous les Français, c'est celle sur l'avenir de nos retraites complémentaires. Le MEDEF a fait il y a quelques jours une proposition pour repousser l'âge de départ à taux plein de 62 ans aujourd'hui à 67 ans à l'avenir. 67 ans, on toucherait donc sa retraite complémentaire entièrement. Il y aurait une décote avant, entre 62 et 67. Est-ce que c'est acceptable, cette proposition de M. Gattaz ? Écoutez, la guérilla du patronat contre le dispositif de retraite tout azimut qu'a voté la gauche, qu'a fait voter la gauche au début du quinquennat, commence à fatiguer tout le monde. Oui, mais Jean-Christophe Cambadélis, l'Agirc Arrco est quand même en déficit. C'est un leurre. Parce que ça veut dire que le patronat veut mener ce combat pour ne pas faire face à ses responsabilités. Monsieur Gattaz ne veut pas faire face à ses responsabilités. C'est-à-dire augmenter les cotisations employeurs ? Par ailleurs, mais en même temps, il vient de le dire ce matin, qu'aujourd'hui, il se lavait les mains du pacte de responsabilité. Il vient de nous dire ce matin, dans une interview, qu'il estimait qu'il n'était pas du tout responsable du million d'emplois qu'il devait créer, que ce n'était pas du tout sa contrepartie, qu'il n'avait pas du tout été sur cette orientation-là, que c'était par ailleurs une campagne publicitaire pour 1 million d'emplois. Il vient de le déclarer ce matin dans le magazine Supplément. Eh bien, je vois là le fait que le MEDEF ne veut pas prendre en charge sa part du fardeau national et qu'il essaye de trouver des combats de substitution. Alors, pendant tout un temps, ça a été... Mais regardez bien, pendant tout un temps, combien de fois vous avez interrogé les socialistes et tout le monde sur la pénibilité ? Le Premier ministre et le gouvernement font des aménagements pour la pénibilité, à peine obtenus. À quoi on passe ? Hop, on passe à autre chose sur la question des retraites. Pardon, mais sur la pénibilité, Manuel Valls vient de donner raison à Pierre Gattaz en repoussant certaines des mesures dont vous avez... Il vient pas de donner raison. Il vient d'améliorer le système pour qu'il soit pérenne. C'est pas donner raison. Il faut garder le système, même si tout le monde s'aperçoit, syndicalistes compris, que ça ne fonctionne pas. Ça, du patronat. Jean-Christophe Cambadélis, vous parlez de guérilla du patronat. Est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement mettre des contreparties au pacte de responsabilité, si vous vouliez être sûr d'avoir des résultats ? D'abord, c'est une négociation entre les branches. Les négociations entre les branches sont très loin d'être satisfaisantes. Le Premier ministre, Manuel Valls, qui n'est pas, le moins qu'on puisse dire, un gauchiste dans ses déclarations, a dit que ça ne faisait pas la maille, que ce n'était pas à la hauteur de ce à quoi on s'était engagé. Donc on voit bien qu'il y a là un patronat qui réclame tout le temps, pleurniche sans arrêt, mais ne participe pas à l'effort du redressement du pays. Il y a une espèce d'égoïsme patronal qui pose problème aujourd'hui. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, demain, après-demain, plus précisément, le projet de loi de François Rebsamen sur le dialogue social va être soumis au vote des députés. Benoît Hamon, qui a été dans le gouvernement il y a encore quelques mois, souhaite y ajouter une mesure pour reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle. On sait que ça coûte cher. Est-ce que vous soutenez une telle démarche ? Bon, je la trouve intéressante et elle est portée par des organisations syndicales. Mais on ne peut pas s'improviser sur le sujet. Donc ce que je proposerais à Benoît Hamon, s'il en était d'accord, c'est que le Parti socialiste travaille à une proposition concrète, qui ne soit pas simplement un amendement, mais qui puisse nous permettre d'avoir, en face de cette proposition, un mode de financement qui soit supportable par l'ensemble de la société française. C'est-à-dire que ce serait un texte différent de la loi Rebsamen. Oui, non, c'est un texte du Parti socialiste. Le Parti socialiste, mais vous savez que j'ai proposé. Vous savez que j'ai proposé que, je le redirai au Congrès, que tout au long du mois de l'année 2016, chaque mois, il y ait des cahiers de la présidentielle. Et que ce cahier de la présidentielle aborde un sujet majeur. Ça peut être un sujet majeur à aborder. Et
Benoît Hamon pourrait le porter. Ce serait, à mon avis, extrêmement positif. Mais, dans ce cas-là, là, dans le moment, ce serait pas examiné à l'Assemblée là, ce serait pour le dans le projet moment du prochain présent, candidat je pense socialiste. que Oui. c'est un peu tôt si on veut quelque chose qui soit solide. Jean-Christophe Cambadélis, toujours dans ce même texte donc sur le dialogue social, il y a toute une série de femmes, 13 au total, anciennes parlementaires ou anciennes ministres, Duflot, Roudy, Buffet et quelques autres de droite, qui dénoncent la suppression d'outils de mesure, en fait le baromètre de la parité homme-femme dans les entreprises. Est-ce que vous pensez que c'est une régression ? Oui, j'ai vu cette prise de position. Je me suis entretenu avec les principales responsables de ce texte. Nous avons fait des propositions pour qu'il y ait des mesures qui viennent corriger cette impression. Je pense que les mesures qui ont été prises étaient positives. Elles ne le pensent pas à cette étape. Je crois qu'elles mènent un combat pour que ceci soit bien ancré dans la loi. On va voir, il y a deux lectures, on verra comment on peut faire évoluer les choses. Un mot des alliances politiques que vous souhaitez mettre en place, Jean-Christophe Cambadélis. Vous avez plaidé il y a quelques jours pour une grande alliance populaire de toute la gauche, notamment au régional. Alors on voit que les écologistes, que les communistes ne souhaitent pas se présenter avec des candidatures communes avec les socialistes au régional. Comment vous allez les convaincre ? Bien, continuons à leur parler. C'est pas trop tard là, on est à 6 mois du... Mais tout le monde... Bon, écoutez, l'objectif des élections régionales ne peut pas être pour le Parti socialiste, son affaiblissement et la disparition du Parti communiste, des régions et des écologistes. Combien vous espérez garder de régions ? J'en sais rien, cette étape c'est trop compliqué pour le dire. Mais on voit bien que si on fait la projection des élections départementales, ça ferait pas beaucoup et on sait très bien, on comprend très bien que la droite a envie de faire le grand chelem comme nous l'avions fait auparavant. C'est possible, c'est un grand chelem de la droite en décembre prochain, toutes les régions à droite. C'est possible. À droite et à l'extrême droite ? La droite et l'extrême droite. Et l'extrême droite peut être en situation de conquérir, combien, selon vous ? À mon avis, 2. Lesquels ? La région PACA et la région Nord, Picardie. Vous pensez que Marine Le Pen va y aller ? J'en sais rien. Elle a oscillé, on va dire, sur le sujet. Elle doit y aller ou pas ? Écoutez, c'est pas moi de Quand dire... on est candidat à la présidentielle, on doit aussi... Je n'en sais rien. Je crois qu'elle attend la dernière seconde et elle veut savoir si elle a une petite chance de l'emporter, parce qu'elle voit bien que Marion Maréchal Le Pen pourrait l'emporter, ce qui poserait quelques problèmes dans sa formation politique. Je ne pense pas qu'elle s'intéresse, Marine Le Pen, à l'avenir et à la situation des Français dans le nord de la France. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui est positif ou qu'est-ce qui lui permet de mener sa campagne pour la présidentielle. Bon, c'est autre chose. Donc, moi, je continuerai à mener le combat pour l'unité. J'essaierai de faire en sorte que nous nous retrouvions. J'ai dit, il ne me semblerait pas anormal que les forces de gauche et les écologistes se mettent d'accord là où le Front National a des chances de l'emporter. Qu'est-ce qu'on vous répond chez les écologistes ? Pour l'instant, c'est à l'étude. Donc dans 2 régions. Dans 2 régions. Après, je dis, regardons. Car si on prend le Parti communiste, il y a toute une série de régions où ils ne feront pas les 5%. Ils ne pourront pas rentrer dans les exécutifs. Ils ne pourront pas se fusionner. Donc leur intérêt, c'est quoi ? C'est de disparaître dans des régions entières. Peut-être que là... C'est comme ça que vous allez les convaincre. Venez avec nous ou disparaissez. Non, là je parle dans une dimension électorale ou électoraliste. Et je leur ai dit, venez avec nous. Faisons des accords défensifs. Et donc après, j'ai développé la thèse suivante, c'est qu'on pourrait faire des programmes régionaux. En distinguant notre désaccord que j'assume. Nous avons un désaccord majeur avec le Parti communiste sur la politique nationale. Mais sur le plan régional, nous avons défendu la même politique et nous avons été ensemble dans nombre d'exécutifs. Donc pourquoi faudrait-il aujourd'hui, ils n'ont pas démissionné. Le Parti communiste n'a pas démissionné le jour où nous sommes arrivés au pouvoir ou quand on a fait le tournant de 2014. Donc, ils ont distingué la politique nationale de la politique régionale. Donc, à partir du moment où ils ont fait cette distinction dans l'action gouvernementale, ils peuvent la faire aujourd'hui. Et c'est l'intérêt à la fois des communistes, à la fois des socialistes, à la fois des écologistes, et je dirais
c'est l'intérêt des Républicains, vu ce qui est en train de se préparer à droite. Encore un mot, est-ce qu'il faut faire rentrer les ministres écologistes au gouvernement? Et est-ce que la fâcherie actuelle entre Cécile Duflot et Jean-Luc Mélenchon, récente, ils s'étaient rapprochés il y a quelques mois, est-ce que cette fâcherie est une bonne nouvelle pour vous? Est-ce que ça peut ramener les Verts vers le gouvernement? Écoutez, moi je ne juge pas les gens en fonction de leurs déclarations à un moment donné ou à un autre. Je regarde les trajectoires. Et là, la trajectoire de Cécile Duflot, vous la voyez partir à gauche ou À gauche, elle a toujours voulu l'être. enfin, vers C'était une sa manière, gauche ou vers c'était une vous? manière pour elle de l'être. Mais elle constate qu'il n'y a pas d'alternative crédible ou possible sur notre gauche. Mélenchon la défend avec acharnement, mais Il ne peut pas y avoir de Podemos français. C'est encore autre chose. C'est une orientation nouvelle. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon regarde plus vers Podemos maintenant que vers Syriza qu'il regardait auparavant, parce que Syriza est une structure regroupant un certain nombre de militants d'horizons divers qui s'est substitué au PASOK, c'est-à-dire le Parti socialiste grec. Donc là, c'est un processus de substitution qui s'est fait lors d'une élection, mais qui avait été préparé avant par plusieurs élections, alors qu'au niveau de l'Espagne, c'est à côté du Parti socialiste espagnol, qui reste à un niveau sans précédent. Il y a une formation politique qui existe et qui se développe. Peut-être qu'elles devront s'allier d'ailleurs. Elles devront le faire. C'est sûr. Elles devront le faire. Et donc ça pose un autre problème. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait une formation politique plus radicale que le Parti socialiste qui s'appuie sur un mouvement de citoyens, à condition qu'elle soit là pour faire triompher la gauche. Et à condition que ce ne soit pas Jean-Luc Mélenchon à sa tête. Je n'ai rien à dire. Il y a encore un dialogue possible avec lui? Mais il y a un dialogue possible avec tous les hommes et toutes les femmes de gauche. Donc moi, je dialogue avec tout le monde. Je ne dialogueriez plus facilement avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple? Je ne suis pas le Nicolas Sarkozy de la gauche. Je ne fais pas dans l'ostracisme de toute personne qui ne pense pas comme moi. Il est plus facile pour vous de parler aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qu'avec un François Bayrou au centre? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Et je peux vous parler... dites que les centristes peuvent venir à nous s'ils le veulent. Vous êtes quand même beaucoup plus s'ils le veulent, distanciés par rapport à eux. C'est la même chose pour le parti de gauche, s'ils le veulent. Vous semblez les inviter de façon plus active, notamment pour les universités d'été de La Rochelle. Je n'y peux rien. Le MoDem est à droite aujourd'hui. Il a semblé vouloir aller à gauche à l'époque où Benamias en était un de ses vice-présidents. Monsieur Benamias a quitté et créé une nouvelle formation politique qui travaille avec nous, alors que Monsieur Bayrou ne multiplie les attaques et les anathèmes contre le gouvernement et particulièrement contre le président. Donc moi, je suis obligé de constater la situation. Il a envie de faire oublier qu'il fut à un moment donné, qu'il a cheminé à un moment donné avec la gauche. Bon, ça le regarde. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, invité de France Inter pour une dizaine de minutes, encore interrogé ce soir par Clarisse Verne de France 3 et Yannick Halimi du Parisien. France Inter, tous politiques, en partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France, et France 3. Marc Fauvel. Et c'est Yannick Halimi qui vous pose la question suivante, Jean-Christophe Cambadélis. Oui, Jean-Christophe Cambadélis, l'Europe avec notamment la Grande-Bretagne est un peu peut-être un tournant. On sait que David Cameron est en train de commencer un tour des capitales d'Europe pour expliquer sa position vis-à-vis de l'Union européenne et surtout ses conditions pour y rester. On sait qu'il va avoir un référendum peut-être en 2016, peut-être en 2017 en Grande-Bretagne. On se souvient de notre référendum à nous il y a 10 ans. Est-ce que vous seriez favorable à organiser un nouveau référendum dans l'année ou les 18 mois qui viennent en France sur faut-il ou pas rester dans l'Union européenne? Non, je ne pense pas que ce soit le sujet qui ne Parce que vous auriez peur de le perdre si tant est que vous êtes favorable, bien sûr, au maintien de la France dans l'Union? Je ne suis pas sûr que les Français répondraient à la question qui est posée. Et je ne pense pas que ce soit le problème actuellement. Mais vous avez raison de pointer la dangerosité de la stratégie de M. Cameron. M. Cameron a gagné l'élection législative en Angleterre en jouant sur l'anti-Europe. Et aujourd'hui, il est piégé. Car il doit faire face à cet engagement. Il ne peut pas se dérober. Il a 2 ans pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'il va tenter? Il va tenter d'obtenir de l'Europe des concessions majeures pour gagner le référendum. Il faut lui accorder ou pas? Si les concessions sont celles qu'il annonce, il n'en est pas question. Le président de la République a eu raison de dire on peut dialoguer, mais il y a des règles et il faut les respecter. C'est des engagements et des traités
des fois obtenus dans la douleur, des traités internationaux. Donc, aujourd'hui, c'est une situation difficile. D'autant que, si l'Angleterre quittait l'Europe, les Écossais demanderaient un référendum pour quitter l'Angleterre. Est-ce qu'il vaut mieux les aujourd'hui Écossais qui une veulent Europe rester dans l'Union européenne. Parce qu'ils veulent rester dans l'Union européenne. Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui Donc, une Europe sans les Anglais ou pas? Mais la question ne se pose pas à cette étape. La question, c'est qu'est-ce que les dirigeants anglais, particulièrement les conservateurs, disent ce qu'ils pensent. Parce que pour l'instant, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils sont pour ou contre? Il a dit, David Cameron, qu'il attendrait de savoir le Voilà. résultat des négociations pour appeler Voilà. à voter oui ou non au Donc à référendum. partir du moment où M. Cameron dit « je subordonne mon oui ou mon non à des concessions européennes », il induit dans l'opinion anglaise qu'il faut quitter l'Europe parce qu'il n'y a pas les concessions qu'il souhaite. Donc je trouve que sa rhétorique est extrêmement dangereuse et qu'elle se trouve contredite par un certain nombre de secteurs, particulièrement celui de la finance en Angleterre, qui veut absolument pas quitter l'Europe. Mais Mais maintenant, l'aider c'est un problème. Est-ce qu'il faut aider David Cameron, comme mais l'a dit pas la au prix chancelière du Angela renoncement, Merkel, pour pas au justement prix de- rester dans l'Europe? Pas au prix du renoncement de ce qu'est l'Europe. Mais- Par exemple, sur la question de l'immigration, sur la question de la fiscalité, etc. La libre circulation des travailleurs. Déjà que on se retrouve dans les plus grandes difficultés parce que nous n'avons pas d'harmonie fiscale, on ne va pas en plus endosser la politique anglaise dans ce domaine. Ce n'est pas possible. Serge Jean-Christophe Cambadélis, mais la Grande-Bretagne a toujours eu, j'allais dire, un statut à part dans l'Union européenne. Ils ne sont pas dans la zone euro. Enfin, il y a toujours eu la Grande-Bretagne qui était, on va dire, en parallèle des pays fondateurs de l'Europe. Oui, et alors donc il le reste. C'est pas Mais pour peut-être autant. qu'ils jouent aussi là-dessus pour leur dire attention, si vous nous donnez pas ce que nous souhaitons, nous sortirons de l'Europe. Mais C'est ça ça, leur le coûterait jeu de plus Cameron. cher de sortir d'Europe que d'y rester. Mais maintenant, le Parti conservateur a gagné les élections contre le Parti travailliste sur des propositions ou des discours ou des orientations qui le piègent. Ce n'est pas au rôle du Parti socialiste de sauver les conservateurs anglais. Bon, maintenant, ils sont devant leurs contradictions. Voilà. Un mot, si vous voulez bien, Jean-Christophe Cambadélis, au sujet de l'affaire Kerviel, affaire relancée, vous le savez, ces dernières semaines, après le témoignage d'une enquêtrice publiée par Mediapart, enquêtrice qui affirme que la banque était au courant des agissements de son courtier qui a fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale. Est-ce que les députés doivent pouvoir enquêter? Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire, comme l'ont réclamé il y a quelques jours 5 ou 6 parlementaires de toute sensibilité? Écoutez, s'il y a l'ouverture d'un nouveau processus judiciaire en fonction du fait qu'il y a des éléments nouveaux qui sont apparus, la commission d'enquête n'est pas possible. Parce que la commission d'enquête parlementaire n'est pas possible là où il y a enquête et action judiciaire. Si ce n'est pas le cas, c'est donc que la justice estimera qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, je ne vois pas comment une commission d'enquête peut prospérer. Donc si la justice enquête, on ne le fait D'information, pas, parce qu'elle ne peut pas doublonner. Et si Voilà. la justice enquête pas, on ne le fait pas non plus. Je ne vois pas en à fait, quoi on ça le fait sert. À quoi ça sert. D'accord, donc il n'y aura Donc, pas de vous ne souhaitez pas de commission Une d'enquête? commission Sinon, j'aurais signé le d'information, texte. moi. Information, c'est autre chose. Oui. Mais je n'ai pas signé le texte. Sinon, je l'aurais signé. Je pense qu'il faut d'abord attendre ce que la justice a à en dire. Et si elle a à en dire, on ne peut pas faire de commission d'enquête. Et si elle n'a pas à en dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à prospérer dans ce domaine. On a compris que vous n'y étiez pas favorable. Jeannie Calimi, il nous reste un peu plus de 3 minutes, avait une question fondamentale à vous poser sur l'avenir du football. Sur la crise historique que traverse la FIFA. Je sais que vous préférez le rugby ou le cyclisme, mais néanmoins, vous pouvez avoir une idée sur ce qui se passe dans le monde du ballon rond. Est-ce que vous seriez plutôt sur la ligne Blatter ou la ligne Platini et de l'UEFA qui demande non seulement des comptes, mais plus de transparence financière et déontologique qui régirait la FIFA, qui fonctionne plutôt sur un mode opaque, voire pire? En termes de football, je préfère les coups de pied arrêtés de Platini. Très bien. En termes Ou les coups francs. politiques, les coups de pied arrêtés, coups francs. En termes de débat, pour ce qu'on peut en voir, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'opacité. On ne sait pas ce qui se passe.
Vous imaginez si on faisait un congrès comme ça du Parti socialiste, même du Parti républicain conservateur, si on faisait des congrès comme ça, on ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas les flux financiers, il n'y a pas de rapport qui permette de contrôler, etc. Donc, donner un peu de transparence à cette institution. Il y avait quelque chose qui était assez drôle qui circulait sur les réseaux sociaux au moment du congrès du Parti républicain. C'était un conseil de Nicolas Sarkozy à Seth Blatter. Changer de nom. Il faut rebaptiser la Mais FIFA. pas de tête alors. Jean-Christophe Cambadélis, il nous reste quelques instants pour évoquer le sort d'Éric Woerth, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui a été définitivement blanchi dans la justice cette semaine dans l'affaire Bettencourt, après une démission du gouvernement. C'était pour se défendre à l'époque, des années de procédure. De très nombreux responsables de gauche l'avaient critiqué. C'était votre cas. Au début de l'affaire, vous aviez même demandé à l'été 2010 sa démission du gouvernement, démission qui a été effective quelques semaines après vos propos. Est-ce que vous regrettez et quelles leçons vous tirez de cet épisode politico-judiciaire ? Je ne regrette pas parce que nous avons tous vu maintenant, et c'est une jurisprudence, à chaque fois qu'un ministre est pris dans ce genre d'affaires, qui peuvent se dérouler positivement, mais qui peuvent se dérouler négativement aussi. Il faut séparer les choses. Et moi, je suis pour que le responsable prenne de la distance pour se défendre. À l'époque, vous aviez même demandé le départ de tout le gouvernement. Non, moi, non, c'était pas mon communiqué. Non. Le 28 juin 2010, vous aviez demandé tout le départ d'Éric Woerth et du reste du gouvernement. Non, je pense pas. Vous n'êtes pas sur la même ligne que Benoît Hamon, qui il y a quelques jours a sinon présenté ses excuses parce que lui aussi avait été terriblement violent vis-à-vis d'Éric Woerth, en tout cas a présenté ses regrets d'avoir prononcé ces propos-là. Vous n'êtes même pas sur cette ligne-là. C'est la deuxième partie de mon propos. La première est pour de dire qu'il faut prendre ses distances et, en l'occurrence, il fallait qu'il démissionne. La deuxième, la justice passe. Et à partir du moment où monsieur Woerth est blanchi, eh bien, il faut le constater et lui donner réponse à ce qu'il demande, à savoir qu'il veut que la presse, d'une manière générale, revienne sur tout ce qui a été dit à son encontre et que les partis politiques fassent amende honorable. Eh bien, nous faisons tous amende honorable à charge de revanche. Qu'est-ce que vous lui souhaitez aujourd'hui à Éric Woerth après cet épisode ? Du calme, de la tranquillité. Il a l'air calme et tranquille. On dit même qu'il va prendre peut-être des responsabilités au sein de Feu, Des l'UMP, les Républicains. Il faut qu'on Oui, s'habitue. mais il faudrait pas. Voilà. Bon, l'affaire judiciaire est terminée et tant mieux. Les affaires judiciaires sont terminées. Tant mieux et tant mieux pour lui. Et c'est une épreuve, je le sais, que d'être dans ce bouleversement-là. Et sans plus que c'est long, c'est beaucoup plus long d'être de la réparation, tout du moins de sortir des affaires, que d'être accusé. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie quand même la structure particulière qui avait été mise en place autour de l'UMP à l'époque, où il y avait un certain nombre de personnalités qui finançaient cette formation politique. Ça, qui est légal, monsieur Cambadélis. C'est légal, mais pas de l'abus de faiblesse. Mais c'est légal, mais ça dit beaucoup de choses sur les rapports de Feu l'UMP avec l'argent. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Merci également à Sacha Trop et Éric Morin qui étaient à la technique, ainsi qu'à Aude Cordonnier et Bruno Barada pour la préparation de cette émission. Dans une minute, le journal, il sera 19h sur France Inter.